Je suis pas très douée pour me présenter moi-même, donc je vais faire simple. Je m'appelle Virginia Marcus. Je suis la fondatrice de l'association Coexister en Suisse. Et en parallèle de ça, j'écris des ouvrages autour de la cause animale, évidemment. Et avant de créer l'association Coexister, j'étais plutôt une militante offensive, on va dire ça comme ça, qui pratiquait la désobéissance civile notamment. Et la raison pour laquelle j'ai voulu fonder l'association Coexister, il y en avait plusieurs évidemment. La première, c'était de vouloir agir en complémentarité avec ce qui se faisait déjà sur le terrain. Parce que pour moi, la multitude des outils militants permet un réel changement de société, à terme évidemment, en agissant à différents niveaux de la société. Et puisqu'il y a, à mon sens, autant de moyens militants que de militants à proprement parler, je me suis dit, OK, qu'est-ce qui m'appelle, moi, en tant qu'individu? Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour faire bouger les choses? La désobéissance civile, ça a été un des outils, évidemment. Donc, j'utilisais typiquement les moyens comme les enquêtes en caméra cachée dans les élevages et les abattoirs. Je m'étais tournée vers Sébastien Arzac, d'ailleurs, à l'époque, pour me former un peu sur ce sujet. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte qu'un des maillons manquants, en fait, dans cette volonté de faire transiter la société, c'était les sanctuaires pour accueillir quelques-uns des individus qui auraient pu échapper aux abattoirs, parce qu'on les voit évidemment dans les enquêtes malheureusement atroces qui montrent leur réalité dans les élevages et les abattoirs. Mais on a très peu d'informations sur ces animaux, sur ce qu'ils sont, qui ils sont quand ils sont heureux. Et j'avais envie de pouvoir créer un espace. En Suisse, il n'y en avait pas beaucoup. Il y en a beaucoup en Suisse allemande. Je vais en parler tout à l'heure. Pourquoi il y a une telle distinction entre la Suisse allemande et la Suisse romande? Vous avez déjà vu qu'il y a une distinction de langue, évidemment. Mais il y a aussi une légère différence en matière de rapidité de changement. Et c'est vrai qu'en Suisse romande, il n'y avait pas tellement en fait, de sanctuaires pour animaux dits de rente. Et voilà. Donc, moi, mon intention, c'était de leur créer un espace, en tout cas, pour pouvoir en accueillir quelques-uns. Évidemment, le but premier, c'est de pouvoir leur offrir un espace de vie la plus épanouissante possible. Mais en parallèle de ça, évidemment, le sanctuaire, c'est un outil pédagogique fondamental qui permet à des gens de venir à la rencontre de qui sont véritablement les vaches, les cochons, les chèvres, les moutons. Ah bon, il y a quand même un... OK, on fera avec. Et dans le cadre du sanctuaire, donc il y a bien sûr cet outil pédagogique de sensibilisation, des classes, des foyers d'accueil, des institutions, des familles. Voilà, on fait énormément d'événements et on va toujours, j'insiste, vers les animaux qui sont consentants à l'exercice. Donc je ne pratique pas la zoothérapie par exemple, c'est vraiment le but d'aller vers les animaux qui ont plaisir à être en contact pour que eux deviennent leur propre porte-parole. Et ça pour moi c'est fondamental d'insister là-dessus. Je pense que les sanctuaires ont cette vocation-là, c'est-à-dire de remettre les animaux comme leur propre porte-parole. Donc on peut avancer, je pense. Voilà. Ouais, on peut rester là. Le sanctuaire, évidemment, donc, permet actuellement à une quarantaine d'animaux de vivre à l'année sur place, mais l'association aide au replacement d'animaux, de plusieurs centaines d'animaux chaque année, directement dans d'autres sanctuaires ou dans d'autres familles. Et le but, évidemment, j'en parlais tout à l'heure avec quelqu'un, accueillir des animaux dans des sanctuaires, c'est une solution, mais c'est une solution limitée comme toute, d'ailleurs, parce qu'on va accueillir un nombre limité d'individus. Et donc, on ne peut pas compter uniquement sur les sanctuaires pour, évidemment, mettre un terme à leur souffrance. Il faut agir à la source. Et pour ça, je salue le travail des associations qui travaillent sur le plan politique, sur le plan de la sensibilisation des consommateurs et consommatrices. Et le but de mon association, ça a été de s'orienter vers les éleveurs et les éleveuses qui auraient envie de changer de modèle. Là, vous avez vu un documentaire sur la Suisse allemande. Je vais vraiment en parler en détail tout à l'heure, parce que c'est en Suisse allemande que ce mouvement a vraiment commencé en Suisse, en fait. La Suisse allemande est fortement influencée, je pense, par l'Allemagne. Sébastien Arzac en parlait tout à l'heure. Je pense que l'Allemagne a un petit coup d'avance sur la France, quand même, sur ce genre de thématique. Et donc, en Suisse allemande, c'est beaucoup plus simple, je trouve en tout cas, pour les éleveurs de faire cette démarche-là. Il y a une plus grande ouverture. Et d'ailleurs, je ne sais pas si en France, on peut faire ce parallèle aussi, mais en Suisse allemande, il y avait déjà des magasins bio avec des options végétariennes et végétaliennes il y a 20 ans. En Suisse romande, il n'y en avait pas. Donc quand moi, j'ai fait cette transition-là, c'était impossible de trouver des magasins adaptés. Donc il y a un petit coup d'avance là-bas. Et je me suis dit, on collabore beaucoup avec Sarah, que vous avez vu dans le documentaire, c'est une amie très proche. Et je me suis dit, OK, à la base, j'étais éducatrice. Je travaillais avec des adolescents en rupture et des jeunes adultes en réorientation professionnelle. Et ça s'est fait un peu spontanément. Je me suis dit, alors on va faire quelque chose de ça, de cette base-là. Et aujourd'hui, plutôt que d'accompagner des ados en rupture, ce que je fais aussi en parallèle au sanctuaire, mais pour des raisons différentes,
Je vais ouvrir cette porte à des éleveurs et des éleveuses qui aimeraient pouvoir faire cette transition-là. Mais évidemment, en Suisse romande, j'étais cataloguée comme une militante offensive. Donc, les 2 premières années du sanctuaire, il n'y a personne qui venait toquer à ma porte, pas d'éleveur qui toquait à ma porte pour faire ce chemin avec moi. J'en parlais publiquement que c'était une porte qui était ouverte, mais personne venait vraiment faire le pas. Il a fallu attendre il y a 2 ans, en fait, en 2021, qu'un premier couple d'éleveurs fasse ce pas avec moi pour vraiment lancer le mouvement de manière beaucoup plus conséquente. Je vais y venir tout à l'heure. Le sanctuaire a aussi une vocation qui est, à mon avis, fondamentale, c'est la formation à la coexistence interespèces. Parce qu'on parle des animaux de rente de manière théorique ou scientifique, mais fondamentalement, qui ils sont, comment est-ce qu'on les soigne, comment est-ce qu'on coupe les ongles des cochons, comment on fait une injection à une vache, enfin voilà, ce genre de choses. J'ai dû apprendre sur le tas beaucoup parce que énormément de vétérinaires ne connaissent strictement rien à ces animaux. Et ça, c'est, je sais, le cas aussi en France, parce que ces animaux dans les élevages ne sont pas soignés, à part quelques injections antibiotiques de temps en temps, données en masse. Donc individuellement, on ne fait pas de cas. Donc les vétérinaires que je contactais au début du sanctuaire me disaient tous, mais on ne soigne pas un cochon, une poule, une vache, quoi, en fait. Une vache un peu plus, parce qu'on peut les tirer un peu plus en longueur dans l'élevage. Mais les premiers cochons malades que j'ai eus, il n'y avait pas de vétérinaire pour s'en occuper. Donc j'ai dû apprendre beaucoup de choses et pouvoir compter sur un vétérinaire notamment qui a voulu se former aussi avec nous d'une certaine façon et avec qui maintenant on collabore. Mais en fait, quand on gère un sanctuaire, très souvent c'est à nous de faire ces premiers soins ou même les soins d'urgence et les soins courants. Donc le but au sanctuaire, c'est que j'accompagne maintenant des personnes qui ont ce projet de créer un sanctuaire un jour sur comment gérer un lieu comme ça, fondamentalement, comment soigner ces animaux. Voilà, quelle connaissance il faut y avoir avant. Divers événements pédagogiques et publics, comme je l'ai dit, cohérence écologique, parce qu'on fait en sorte que tout soit au maximum bio et local aussi dans une dynamique de cohérence. Voilà. Merci. L'accompagnement des éleveurs et des éleveuses, donc comme je disais tout à l'heure, c'est à mon avis un levier fondamental et important, politique aussi évidemment, pour ce changement de société auquel on aspire. Parce qu'il permet plusieurs choses. Il permet d'agir à la source, évidemment, vers des personnes qui souvent se victimisent du système dans lequel elles sont. Et ça, je sais que c'est aussi le cas en France, où ces personnes se sentent coincées dans un système de surendettement, évidemment, aussi. Et bien souvent, ces personnes, à la base, ont choisi ce métier quand même par amour pour les animaux. C'est comme ça qu'ils le verbalisent. Donc, comment faire pour les reconnecter à leurs valeurs profondes? Et pour ça, on doit dépasser le clivage qu'il y a entre les animalistes et les éleveurs et les éleveuses. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important de le rappeler parce qu'évidemment, on a tendance, et c'est humain et c'est normal, de juger celui qui ne partage pas nos valeurs. Et en fait, quand on va rencontrer les éleveurs et les éleveuses en tant qu'êtres humains, qu'on fait tomber cette casquette, en fait, on a un dialogue qui peut s'instaurer vraiment. Et aujourd'hui, je peux le dire parce que je parle davantage avec des éleveurs et des éleveuses qu'avec des militants antispécistes dans mon quotidien, beaucoup plus. Et je vois que pour ça, il a fallu que chacun en fasse un pas vers l'autre. Donc ça, c'est très important. Parce qu'évidemment, le processus militant, on en a parlé, il y a des associations et des personnes qui vont dénoncer, informer, etc. Tout est complémentaire, mais les éleveurs, on ne peut pas simplement les criminaliser parce qu'ils font partie de cette chaîne. Et si on les criminalise uniquement, on ne va pas pouvoir agir sur ce maillon qui est pourtant essentiel à un changement. Cet accompagnement, évidemment, il permet la co-construction d'un projet unique et personnalisé. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on me demande souvent, est-ce que quand tu vas voir les éleveurs, tu vas avec un modèle préétabli de ce qu'ils pourraient produire? Jamais. Je ne fais jamais ça. Parce que pour vous faire le parallèle avec les adolescents, s'il y en a qui travaillent avec des enfants ou des adolescents, vous verrez que si on leur propose des solutions toutes faites, ils vont prendre, mais ils vont peut-être adhérer 2-3 semaines. Si ça ne vient pas vraiment d'eux, cette initiative, ils vont facilement abandonner le projet. Les éleveurs, c'est un petit peu le même principe, dans le sens où si je viens avec un modèle préétabli et que je leur dis, voilà, il y aura telle solution, si ce n'est pas un projet qu'ils ont construit avec leur cœur et leur tripes, c'est possible qu'au bout d'un moment, ils se détournent de cette solution. Donc le but, c'est vraiment d'aller, on fait table rase, on regarde ce qui se passe dans cet élevage, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, comment est-ce que l'éleveur a envie de continuer à travailler, est-ce qu'il veut rester dans l'agriculture ou pas, parce que ça, c'est aussi une question. Il y a des agriculteurs qui partent vraiment dans une autre filière, complètement, qui revendent la ferme et qui font autre chose, ou alors il y a des éleveurs qui vont garder une partie des animaux, comme c'est le cas dans le documentaire que vous avez vu, qui vont transformer en sanctuaire et qui vont produire autre chose. Donc on doit vraiment construire ça ensemble. Donc c'est un projet pas uniquement professionnel, mais c'est vraiment un projet personnel. Elle l'a dit, Sarah, dans le documentaire. Il y a tout un processus psychologique à accompagner qui est très conséquent. Et sans cette base-là, c'est difficile de construire, en fait. Donc on doit presque d'abord passer par la case humaine, évidemment.
La complémentarité, j'en ai parlé. Et évidemment, donc en Suisse, le documentaire l'a dit, on est à 140 aujourd'hui à peu près éleveurs-éleveuses reconvertis en 6 ans entre la Suisse allemande et la Suisse romande. À l'échelle de la Suisse, vous voyez un petit peu le petit pays qu'on est, c'est énorme, vraiment. Donc on peut passer à la slide suivante, merci beaucoup. Et pour ça, je vais vous donner quelques exemples concrets, évidemment. Donc la famille Katriner, Tony et Yvonne, que vous voyez ici avec leurs enfants et certaines vaches qui habitent sur le lieu, ça a été la première famille à faire cette étape de reconversion avec Sarah, donc de Hofnar, que vous avez vu tout à l'heure dans le documentaire. Et c'est vraiment cette famille qui a lancé le mouvement il y a 6-8 ans, je dirais. C'est vraiment des amis très proches aussi qui sont absolument merveilleux. Et j'aime beaucoup parler de l'exemple de Tony parce que très souvent, les éleveurs et éleveuses vont se braquer, je vais en parler avec la slide d'après, sur les éléments logistiques et économiques de la reconversion. Et très souvent, ils vont se dire « mais c'est pas réaliste en fait financièrement, donc je continue comme je fais, même si j'ai envie de changer dans le fond ». Eh bien Tony, lui, dans les reportages qui ont tourné autour de lui, il va dire « du moment où on s'aligne sur notre cœur, il n'y a plus de retour en arrière possible ». Et eux, du moment où ils ont fait ce choix, d'arrêter, ça a été presque du jour au lendemain. Ils se sont dit, tant pis si on n'a pas de solution financière, mais on arrête parce qu'on peut juste plus se regarder en face. Et ce qui est intéressant avec cette famille, c'est que c'était une famille d'éleveurs de vaches laitières à la base. Et c'est quand ils ont eu leur premier enfant qu'ils ont réalisé ce qu'ils faisaient vivre aux vaches, de séparer les veaux pour retirer leur lait. Et à partir de là, ils se sont dit, OK, là, on a un problème de conscience, on va faire des vaches à viande alors. Comme ça, les vaches, elles vont pouvoir continuer à allaiter leurs petits. Nous, on a une meilleure conscience. Ils ont fait ça pendant quelques temps. Mais évidemment, à chaque fois qu'il fallait séparer finalement quand même un individu du troupeau pour l'envoyer à l'abattoir, c'était rebelote. Ils avaient des semaines de cauchemars à gérer. Et donc, à partir de là, de fil en aiguille, ils se sont dit, OK, stop. On arrête ce qui nous fait trop souffrir, ce qui fait souffrir les animaux, et puis on construit un autre modèle. Donc voilà, eux, ça a été vraiment ceux qui ont initié cette voie en Suisse allemande. Et puis on peut passer à la slide d'après. Pour parler de Stéphane et Valérie, qui sont ce premier couple d'éleveurs que j'ai accompagné il y a 2 ans. C'était des éleveurs de vaches, chèvres, cochons, lapins et poules. Mais vous connaissez un peu ce mythe, peut-être qu'en France, il y a ça aussi, c'est des petites familles qui veulent viser l'autosuffisance d'un village, par exemple. Donc, ils avaient peu d'animaux et vraiment, ils faisaient ça à taille humaine, en fait. Quelques vaches, quelques chèvres, quelques cochons. Et puis, ils étaient très reconnus et très valorisés pour leur travail dans le village parce qu'ils produisaient de la bonne viande. Voilà. Donc, ils avaient vraiment cette réputation des éleveurs qui faisaient autrement, donc qui avaient une meilleure conscience et donc dont on pouvait prendre les produits avec une meilleure conscience aussi. Jusqu'au jour où Stéphane, ce qui est intéressant, c'est que souvent, quand c'est un couple d'éleveurs qui transitionnent, il y en a un des deux qui fait le pas, puis l'autre, soit il suit après quelques temps, soit pas. Et là, ça devient compliqué. Parce que soit on aboutit à une séparation, soit la reconversion ne peut pas se faire parce qu'il y a des copropriétés aussi sur les fermes. Donc voilà, ça c'est une autre situation complexe. Là, dans ce cadre précis, Valérie a suivi la démarche de Stéphane. C'est lui qui a vraiment eu les premiers déclics, notamment avec les cochons. Donc lui, il avait quelques cochons presque dans son jardin. Il avait vraiment un lien d'amitié avec eux qui était très très fort. Et il a vraiment, à un moment donné, regardé les cochons dans les yeux. Il a pris conscience d'un truc fort. Et ça a été au moment où il en a envoyé 3 d'entre eux à l'abattoir. Ça s'est pas passé aussi fluidement que ce qu'il aurait imaginé. Les cochons l'ont appelé. Quand la porte de l'abattoir s'est refermée, les cochons l'ont appelé et ça l'a traumatisé. Et à partir de là, il ne pouvait plus voir les carcasses qu'il y avait ensuite dans ses frigos de la même manière. Donc il a déjà commencé par arrêter d'élever des cochons. Ça a été par étapes comme ça. Et ensuite, il y a eu... Réglisse, qui a été vraiment la vache qui est considérée comme sa meilleure amie. Stéphane, c'est une vache d'airain, c'est une vache de combat. Vous avez peut-être déjà entendu en Suisse, dans le canton du Valais, il y a des combats de rennes, on appelle ça comme ça, des luttes de vaches. Et il avait cette vache avec laquelle il avait vraiment lié une amitié très forte. Et il s'était toujours promis que cette vache, il n'enverrait jamais à l'abattoir. Et ça arrive chez quelques éleveurs. Il y a leur vache préférée. Les autres, voilà, on ne fait pas trop de cas, mais elle, c'était pas possible. Donc, Réglisse, elle s'appelait cette vache, elle a vécu 17 ans. Il a arrêté de la faire porter. Assez vite, c'était vraiment une vache de compagnie, quoi. Et à 17 ans, cette vache, évidemment, elle était vieillissante, elle a commencé à avoir des problèmes de santé. Et elle a fini par décéder au pâturage dans les bras de Stéphane. Et ça, évidemment, moi, je ne le raconte pas aussi bien que lui, parce que lui, il va mettre toute l'émotion qu'il a ressentie à ce moment-là. Mais lui dit très clairement qu'à ce moment-là, c'est comme si, dans les yeux de cette vache, il y avait ce message qui lui était passé. C'était, OK, à partir de maintenant, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu reprends d'autres vaches et tu recommences ce système ou tu t'alignes sur tes valeurs ? C'est quoi qui compte ? La fierté ou ton cœur ? Et il le dit comme ça. C'est comme s'il avait cette question cruciale à se poser. Et donc, il a fait le choix du cœur.
Donc à partir de là, ce qui s'est passé, c'est qu'il lui restait 2 vaches, Maya et Hippie, qu'on voit un petit peu à l'arrière ici. De fil en aiguille, il m'a appelé. On s'est rencontrés au sanctuaire parce que lui, c'est vraiment quelqu'un, c'est dommage qu'il n'ait pas pu venir, il est très bourrin, comme ça. Il est très, très bourru. C'est un peu le cliché de l'éleveur qui passe pas par 4 chemins pour dire les choses. Donc il est venu au sanctuaire, il a dit, bon, moi, j'ai besoin de te placer mes vaches, mais je veux d'abord voir qui tu es, parce que je t'ai vu dans les médias, voilà. Si j'avais juste écouté ce que les médias disaient, je serais venu ici pour te casser la gueule. Il me disait ça comme ça. Mais bon, je veux dépasser la fierté, donc on va parler ensemble. Et en fait, on s'est retrouvés à parler 4 heures ensemble. Et à partir de là, on est devenus vraiment hyper amis. C'est même pas qu'on est juste dans la collaboration, on est vraiment devenus des amis proches. Donc voilà, pendant quelques mois, on a entamé cette transition ensemble, alors qu'à la base, c'était pas du tout sa volonté. La base, c'était je replace mes dernières vaches au sanctuaire, c'est tout. Et en fait, il a commencé à se poser beaucoup de questions. Il s'est dit, mais si je replace les dernières vaches, comment je me sens à l'idée de continuer à acheter les vaches des autres pour les manger? Et voilà, il a commencé à se poser des questions. Puis en fait, quand je parle d'accompagnement psychologique, c'est ça. C'est que la reconversion, elle part de ça. Donc on a construit la reconversion, ça s'est fait presque spontanément. Et Stéphane, qui était boulanger de formation à la base, a repris sa formation. Il l'a étayé avec des recettes au goût de ses valeurs. Et maintenant, il a créé Au pain sans peine. On a créé ce projet ensemble, qui est une boulangerie 100% végétale. Alors qu'il ne savait pas cuisiner une courgette il y a 2 ans, je précise. Voilà. Comme quoi. On peut passer à la slide d'après, volontiers ? Merci. Donc voilà Réglisse dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ça me permet de mettre en lumière le fait que c'est pas toujours des raisons économiques qui poussent les éleveurs à changer. Hein. C'est presque toujours, en tout cas quand c'est pour des raisons éthiques, c'est un animal, un individu tout d'un coup avec lequel il y a un lien très fort et qui permet cette prise de conscience. Et c'est pour ça que l'individualisation des animaux, elle est super importante dans ce processus. Ça a été le cas de Réglisse qui a été vraiment l'initiatrice de cette démarche. Et donc au sanctuaire chez moi actuellement, il y a Maya, sa vache, et Hippie, la petite fille de Réglisse, donc toute la lignée est actuellement chez moi. On peut passer à la slide suivante parce que ça me permet d'introduire le fait que je parle toujours grossièrement du fait qu'on accompagne des éleveurs et des éleveuses en reconversion, mais en fait, c'est pas que ça. Le travail d'accompagnement à la reconversion touche aussi des laborantins de laboratoire, des professionnels de manège d'équitation aussi. Là, actuellement, je suis en train d'accompagner un ancien manège qui est en train de se reformer totalement pour changer de ce rapport d'exploitation des chevaux aussi. Donc voilà. Et là, je vous montre l'exemple de Ruth et Arcana. Donc c'est une mère et sa fille qui viennent d'un laboratoire d'expérimentation animale en Suisse allemande, qui nous a contactés, Sarah et moi, respectivement, parce que une des laborantines sur place a commencé à créer des liens avec les truies, qui étaient des mères reproductrices des porcelets qui étaient ensuite utilisés pour comme sujet d'expérience. Elle a tissé un lien avec les mères et elle a essayé de négocier avec sa direction pour que les mères partent dans des sanctuaires plutôt qu'à l'abattoir. Parce que comme dans l'élevage pour la viande, c'est exactement les mêmes races qu'on utilise d'ailleurs, les mères reproductrices vivent 2, 3 ans, allez, 4 ans grand maximum si elles sont solides, et elles sont envoyées à l'abattoir. Et donc, la direction a accepté. Et ça, c'est super rare. Il faut le dire, dans les laboratoires, il y a une énorme fierté. Il y a aussi un énorme tabou autour des séquelles qu'on pourrait voir sur les animaux. Donc, la plupart du temps, ils sont éliminés pour pas qu'on voie de traces. Donc évidemment, ça a été quand même un challenge pour ce laboratoire. Mais le fait qu'une laborantine à l'interne commence à voir les choses autrement, ça oriente le laboratoire vers d'autres pistes. Donc ça fait à peu près 1 année maintenant qu'on collabore, autant Sarah que moi, parce que c'est en Suisse allemande. Donc voilà, il faut qu'on soit ensemble. On collabore ensemble pour que les mères reproductrices soient replacées. On en a replacé plus de 10 actuellement. À chaque fois quasiment avec un petit. Et le but, c'est que le laboratoire diminue toujours plus les expériences et à un moment donné, mette un terme à ça. Donc c'est aussi une transition qui est en cours. Je crois qu'il reste que 2 ou 3 mères reproductrices actuellement. Donc pour donner un exemple un petit peu différent de ce qui peut se passer grâce au regard de Ruth, par exemple, dans les yeux d'une laborantine. Voilà la slide suivante, volontiers. Évidemment, quand on parle de reconversion, il y a tout un tas de questions, il y a un tas de fausses croyances et de peurs. C'est complètement légitime, mais j'aime rappeler aussi le fait que dans toute reconversion professionnelle, pas que concernant les éleveurs, il y a des peurs. Je pense que parmi vous ici, il y a déjà des personnes qui se sont reconverties professionnellement, évidemment. On se pose des questions. Est-ce que notre revenu sera suffisant? Comment est-ce qu'on va être jugé par notre famille si on a repris une dynamique familiale en termes de profession? Il y a toutes ces questions-là. C'est pour ça que l'accompagnement psychologique et social est super important. Mais ces fausses croyances sont des fausses croyances limitantes. En fait, les solutions, on les trouve toujours du moment où la personne est vraiment l'initiatrice de son projet. Là, j'insiste là-dessus. Typiquement, j'ai un éleveur actuellement que j'accompagne.
qui m'a téléphoné il y a 1 année maintenant, pour entamer une reconversion. Il est plein de bonne volonté à l'intérieur de lui, mais alors quand il s'agit de se mettre en route, il va toujours se cacher derrière ces fausses croyances-là. Donc ça fait 1 année qu'on fait beaucoup d'allers-retours, et ça évidemment c'est une réalité aussi. Je vous ai parlé de Stéphane et Valérie, ça s'est fait en quelques mois, la reconversion c'était très très rapide. Puis là cet éleveur, je pense que ça prendra 1 an, 2 ans, peut-être 3, à voir, parce qu'il va devoir se confronter à ces fausses croyances que je vais devoir moi aussi lui mettre en face pour qu'il puisse dépasser ces schémas-là. Mais évidemment, ce que j'aime rappeler, c'est que du moment où la personne est initiatrice de son projet, on se met en route, on trouve des solutions. Je dis toujours ça aux éleveurs à la base, c'est qu'on trouve toujours des solutions. Voilà. Mais tout ça, c'est légitime. Donc le but, c'est vraiment d'accompagner cette démarche et puis d'aller au rythme aussi de la personne, parce que si on force le chemin, elle fait marche arrière. Voilà, on peut passer à celle d'après. Ça, on peut passer encore après aussi. OK. Pour conclure, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, ce travail-là d'accompagnement à la reconversion, en Suisse, comme vous l'avez compris, il a pris pas mal d'ampleur. Beaucoup de médias en ont parlé. Il y a toujours plus d'éleveurs qui font cette démarche-là. Et ça fait quelques mois qu'avec la France, avec certaines associations comme avec l'AVF, on a commencé à se poser des questions et on s'est rendu compte que potentiellement, il y avait quelque chose à faire avec la France. Donc voilà, pour faire bref, il y a une date que je vais vous communiquer qui est celle du 23 octobre où on va officiellement lancer un projet avec Silver Dumazel, qui est aussi un militant qui a initié une association qui s'appelle Transitera, peut-être que quelqu'un connaît. On va collaborer ensemble pour proposer un collectif d'accompagnement aux éleveurs-éleveuses qui souhaitent se reconvertir, mais pas que les éleveurs-éleveuses à taille humaine, aussi les fermes industrielles, parce que c'est un autre type d'accompagnement. Évidemment, comme vous le savez, là, c'est plutôt en général ce qu'on appelle de la main-d'œuvre qui travaille sur place, payée au lance-pierre. Et là, c'est plutôt d'aller agir en complémentarité avec ce que fait L214, de mettre la pression, mais aussi d'accompagner les humains qui sont dedans. Parce que pour moi, ça, c'est fondamental. Donc le 23 octobre à Paris, on n'a pas encore toutes les informations logistiques, mais elles seront communiquées sous peu. On va lancer ce projet officiellement pour pouvoir aussi initier cette démarche en France. Je dis ça évidemment sans prétention, parce que les modèles ne sont pas totalement les mêmes, Suisse et France. Donc je vais devoir. C'est pour ça qu'on va collaborer avec Silver pour agir ensemble en fonction de nos compétences. Moi, je vais agir plutôt sur la partie humaine et recherche de solutions, recherche de placement pour les animaux qui peuvent être replacés. Voilà, réfléchir à tout ce concept. Et puis Silver va plutôt agir, lui, sur le business model, le business plan, etc., pour qu'on puisse agir aussi sur les fermes beaucoup plus conséquentes en termes de nombre d'animaux. Je crois que c'est ça que je voulais vous transmettre. Évidemment, c'est toujours plus parlant de parler de tout ça avec les animaux au sanctuaire, donc je vous encourage une fois ou l'autre de venir au sanctuaire ou d'aller en visiter, parce que quand on est avec eux à côté, évidemment, tout ça prend énormément de sens. Et ce que je vais dire en conclusion, c'est que les éleveurs eux-mêmes, quand ils placent des animaux au sanctuaire et qu'ils viennent les revoir, sont toujours extrêmement chamboulés de voir à quel point leurs animaux ont changé de comportement, de caractère. Ils sont énormément, ils sont beaucoup plus apaisés. Il y a beaucoup d'éleveurs qui viennent les revoir et qui pleurent en les voyant, en se disant « Waouh, qu'est-ce que j'ai fait pour que ce soit pas comme ça avant ?» Donc évidemment, il y a beaucoup de chemin à faire, mais cette opportunité, elle est réelle, elle est concrète et elle est mesurable. Donc on va encourager ça au maximum. Merci pour votre écoute.